Je ne mène pas une vie très excitante, mais chaque fois que les gens me demandent une histoire effrayante, c'est celle que je raconte. J'avais 15 ans à l'époque et j'allais commencer ma deuxième année de lycée. J'ai grandi dans une petite ville balnéaire pleine de touristes pendant l'été, mais qui devenait une ville fantôme dès la fin de la saison, lorsque les bars et restaurants fermaient, ne laissant que les habitants, le ciel et l'océan. Si vous n'avez jamais été sur la côte en été, je vous le recommande vivement. C'est l'un des sentiments les plus étranges, mais aussi les plus apaisants que vous puissiez ressentir dans cette vie. Aussi cliché que cela puisse paraître, notre maison se trouve dans une rue appelée Surf Avenue, à seulement un pâté de maisons de la plage. C'est ironique que je sache surfer. Honnêtement, ce serait assez pathétique si j'habitais dans une rue appelée Surf Avenue sans même savoir le faire. J'y avais vécu toute mon enfance, donc le front de mer et le sable faisaient toujours partie de ma routine, presque de ma personnalité. Pour être honnête, je ne vis plus dans cette maison spécifique, mais la propriété est restée dans la famille, donc elle me semble encore comme une partie de moi. À l'époque, j'étais membre de l'équipe de cross-country de mon lycée et j'étais un peu obsessionnelle concernant le fait de rester en forme, même hors saison. Les étés sont incroyablement chauds sur la côte, alors je courais généralement très tôt le matin ou tard le soir, quand je ne fondais pas de chaleur ou que je n'avais pas à être cet idiot qui slalomait entre les fissures. Cette nuit-là, j'ai décidé de sortir courir tard dans la nuit. Je m'étais couché très tard avec quelques amis la veille et j'avais dormi ce matin-là, donc je n'avais pas d'autre choix. Je n'emportais jamais mon téléphone quand je courais, c'était toujours agaçant de ne pas avoir de musique, mais même ce petit poids supplémentaire suffisait à me décourager. Je ne sais pas s'il les fabrique encore, mais j'avais cette petite montre Garmin délabrée que j'utilisais pour suivre la distance et le rythme, et c'était la seule autre chose que je portais, à part les clés de ma maison. Pour le dire doucement, mes parents étaient incroyablement stricts concernant le fait de garder la maison fermée. Alors, aussi agaçant que cela puisse être, je n'avais vraiment pas d'autre choix que de garder les clés de ma maison dans la poche de mon short chaque fois que je sortais courir, même s'ils étaient à la maison. C'était l'une de ces règles non négociables. Je ne comprends toujours pas vraiment pourquoi mes parents étaient si inquiets à ce sujet, surtout parce que la plupart des villages balnéaires privés sont généralement très sûrs, mais cela n'a pas d'importance. J'ai décidé de rester sur le front de mer cette nuit-là. La surface était suffisamment douce pour mes jambes, mais pas aussi brutale que courir sur le sable. Parfois, je cours sur la plage comme un défi, mais cela n'allait pas arriver après la journée que j'avais eue. Je voulais juste une longue course agréable et facile avec des changements minimaux d'altitude ou de terrain que le front de mer me donnerait. J'ai commencé à me distraire après quelques kilomètres, profitant de cette euphorie de coureur. Je dis toujours aux gens, même aujourd'hui, qu'une fois que vous avez brisé cette première barrière mentale qui survient après environ 3 kilomètres ou plus, le reste de la course est facile et presque agréable. J'écoutais le bruit de mes chaussures frappant le bois tout en essayant simultanément de me concentrer sur les sons distants de l'océan. J'étais dans ce rythme parfait où vous oubliez que vous courez, mais ensuite, j'ai entendu un léger tintement. Je me suis arrêtée et j'ai vérifié. Ma poche était vide, mon estomac s'est noué, c'était mes clés. Je me suis accroupie, regardant à travers les interstices du front de mer, mais c'était inutile, il faisait trop sombre là-dessous et il n'y avait aucun moyen que je puisse les récupérer d'où j'étais. J'ai commencé à jurer, criant littéralement à voix haute. Je sais que cela semble un peu idiot, mais l'adrénaline coulait encore dans mes veines à cause de l'exercice et j'étais furieux parce que ce détour avait ruiné ma course. Je savais que mes parents m'auraient tué si je rentrais sans ces clés. Alors, sans vraiment y réfléchir, j'ai sauté par-dessus le bord et me suis dirigé vers le sable. C'était aussi une question de fierté. Je n'allais pas abandonner un de mes effets personnels. Qui fait ça ? L'odeur sous le front de mer m'a frappé instantanément. C'était comme des algues pourries mélangées à de la bière éventée. C'est honnêtement la meilleure façon de le décrire. Imaginez littéralement remplir une baignoire d'algues et de bière. C'était humide, lourd, chaque pas que je faisais soulevait du sable et des déchets. Comme je l'ai dit plus tôt, je n'avais pas mon téléphone avec moi, donc la lumière de fond de ma montre était la seule chose qui me guidait, et elle ne faisait pas grand-chose. Je me suis accroupie jusqu'à l'endroit où je pensais que mes clés étaient tombées. Elles n'étaient pas visibles, juste plus de tas de sable et des morceaux de déchets. Je me répète, c'était répugnant, mais j'avais besoin de ces clés. J'ai pensé à les laisser, mais j'ai décidé que j'étais allé si loin et que faire demi-tour maintenant signifierait que je m'étais couvert de saleté et d'odeur pour rien. J'ai essayé de remuer un peu le sable, pensant qu'elles avaient peut-être coulé sous la surface, mais après quelques minutes, la frustration a commencé à monter. Est-ce que j'avais vraiment mal jugé l'endroit à ce point ? J'ai conclu que c'était l'explication la plus rationnelle. D'une manière ou d'une autre, j'avais mal estimé où elles étaient tombées. Je suis remontée sur le front de mer,
Je me suis tenue là où j'avais arrêté de courir et j'ai réfléchi à la manière dont je pouvais être sûre de l'endroit en dessous. C'est alors que j'ai eu cette idée géniale d'utiliser le lacet de ma chaussure comme marqueur. Je me suis agenouillée, les détacher et les glisser entre les planches, le laissant pendre de cette manière. Je pouvais ramper à nouveau sous le front de mer et le localiser facilement depuis le bas. Alors que je me relevais, quelque chose a tiré sur le lacet et il a disparu instantanément dans la fissure, ni un souffle de vent ni moi bougeant bizarrement, quelque chose en dessous. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais, j'étais littéralement sous le choc. Quelqu'un l'avait tiré. J'ai fait un pas en arrière et j'ai regardé l'endroit où mon lacet avait été. Il y avait quelqu'un sous le front de mer. J'ai immédiatement fait le lien. Quiconque était là-dessous avait probablement aussi mes clés. Mon premier instinct a été de courir chez moi et de m'en occuper plus tard. Mais l'idée qu'un étranger ait les clés de ma maison et sache où j'habitais m'a fait bouillir le sang. L'adresse de notre maison était gravée dessus. Alors je ne pouvais pas laisser un étranger avec un tel accès. Je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai fait. Appeler ça une confiance adolescente stupide. Mais j'ai pris une profonde inspiration. J'ai sauté à nouveau dans le sable et je me suis traînée à nouveau. Ça semblait différent la deuxième fois. L'air était plus lourd et je me préparais à une sorte de combat. À un moment, j'ai entendu un léger frottement quelque part devant moi. Ma poitrine s'est serrée. J'ai dirigé la lumière de ma montre vers le son, mais je n'ai rien vu, juste plus de sable et des rayons. J'ai continué à avancer et j'ai entendu un frottement à nouveau, cette fois d'une direction différente. C'est alors que j'ai réalisé que le bruit ne venait pas d'un seul endroit. Il y avait plusieurs personnes là-dessous. Ça a suffi pour moi. Le bon sens m'a frappé en plein visage comme un train de marchandises. Qu'est-ce que je pouvais espérer qu'il se passe? Est-ce que je me battais simplement avec un toxicomane qui vivait sous le front de mer? C'était du suicide. Je me suis retournée pour sortir de là, essayant de ne pas paniquer, mais avant que je puisse sortir complètement, quelque chose de froid s'est accroché à ma cheville. C'était une main. J'ai crié de douleur alors que les ongles s'enfonçaient dans ma peau. Je n'ai pas réfléchi, j'ai simplement donné un coup de pied aussi fort que possible. Mon pied a touché quelque chose et quiconque tenait ma cheville l'a lâché. Je me suis éloignée à toute vitesse, mes jambes et mes bras raclant contre le sable et le bois alors que je me propulsais vers l'air libre. Je n'ai pas arrêté de courir, j'ai couru directement à la maison. Quand j'ai atteint la porte principale, j'ai frappé jusqu'à ce que mon père ouvre. Dire qu'il était en colère serait un euphémisme énorme. Il était furieux. J'ai été surpris qu'il ne devienne pas physique avec moi avant que je puisse l'arrêter complètement dans sa colère. Je lui ai expliqué tout, les clés, le lacet de chaussures, les gens sous le front de mer. Le choc a réveillé ma mère, qui était furieuse au début, mais quand elle a vu les marques sur ma cheville, son expression a changé pour quelque chose de plus proche de la peur. Mon père n'a pas perdu de temps. Il a appelé la police et le lendemain matin, un serrurier est venu changer toutes les serrures de la maison. Pendant quelques jours, les choses sont redevenues normales. J'ai pensé que c'était la fin, juste une nuit étrange et désordonnée que j'essaie d'oublier. Mais ensuite, quelques matins plus tard, je me suis réveillée avec de forts coups à la porte principale. C'était tôt, trop tôt pour des visites. Je suis restée assise sur mon lit un moment, attendant que mes parents s'en occupent, mais comme aucun d'eux ne le faisait, j'ai décidé de m'en charger moi-même. Alors je me suis mis une capuche et je suis descendue les escaliers. J'ai regardé par le Judas, mais il n'y avait personne. Confus, j'ai ouvert la porte, j'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne en vue. J'ai regardé dans la rue, il n'y avait ni voiture ni gens. Juste au moment où j'allais fermer la porte, j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil sur le paillasson. C'était un lacet de chaussures. Mon lacet, celui de cette nuit-là. J'ai claqué la porte sans réfléchir 2 fois. Nous avons installé un système de sécurité. Cet après-midi-là, pendant des semaines, ma famille a vécu dans une peur constante, mais rien d'autre ne s'est passé après cela. Quand je pense à cette expérience, je ne peux toujours pas rationaliser les événements qui se sont déroulés. Même si je ne vis plus dans cette maison, il me fait encore un peu peur qu'un étranger aléatoire sache où se trouve notre maison de plage. Musique, ce qui se passe quand on vit dans une ville balnéaire hors saison, c'est que ça semble désert. Les touristes sont partis depuis longtemps, les façades des boutiques sont presque toutes barricadées et le front de mer, cœur de la ville en été, n'est plus qu'un squelette vide de lui-même. Bien que j'aime ça, c'est calme. C'est pourquoi pendant longtemps, je sortais courir tard le soir sur le front de mer en basse saison quand il n'y avait personne. C'était ma détox de la vie et de tout le stress qui l'accompagne. Parfois, on a juste besoin d'être loin des gens. Il y avait quelque chose dans le son des vagues et le rythme frappant de mes baskets sur les planches de bois qui me calmait. Ça me faisait sentir comme si j'avais le monde entier pour moi. Cette nuit-là n'était pas différente.
L'air était frais et avait cette odeur de sel et de bois humide. Les seules lumières provenaient d'un lampadaire occasionnel bourdonnant faiblement, projetant de longues ombres solitaires. J'avais peut-être parcouru un mile quand j'ai eu cette sensation, celle qui vous dit que vous n'êtes pas seul. J'ai regardé par-dessus mon épaule, un homme se tenait au loin, sans marcher, sans bouger, juste debout là, sur le front de mer devant moi. J'ai avalé ma salive et je me suis retournée, le secouant probablement. Ce n'était rien, peut-être juste un autre local faisant une promenade, mais honnêtement, quoi que ce soit, c'était une vue effrayante à voir. J'ai continué à courir, mais quelques minutes plus tard, la sensation d'être suivi ou observé est revenue, encore plus forte. Mon cœur battait plus vite, non pas à cause de l'effort, mais de quelque chose de plus. La curiosité de me retourner à nouveau est devenue plus intense. Alors je me suis retournée à nouveau. Il était plus près, toujours sans bouger, juste debout là, devant moi. Une profonde inquiétude rampante s'est installée dans mon estomac. J'ai accéléré le pas, enlevant maintenant mon seul écouteur, mes pieds frappant contre le bois, ma respiration s'accélérant, mais tous les quelques instants, j'entendais des pas derrière moi, synchronisés avec les miens. Je me suis retournée à nouveau. Il était encore plus près, mais complètement immobile. J'ai commencé à courir, mais ce front de mer relaxant semblait être une piège sans fin s'étendant trop dans les deux directions. Ma voiture était à la fin, garée juste à l'entrée de la plage, je devais juste y arriver. J'ai couru plus fort que jamais auparavant, mes poumons brûlaient, mes jambes hurlaient, mais je refusais de m'arrêter, tous les quelques secondes. Je tournais la tête juste assez pour vérifier, et chaque fois, il était un peu plus près, toujours debout et toujours regardant. Je ne comprenais pas comment il pouvait s'arrêter si soudainement chaque fois que je me retournais. Je ne regardais même plus où j'allais. Je me concentrais juste sur m'échapper. La sortie du front de mer est enfin apparue en vue et j'ai presque pleuré de soulagement en voyant ma voiture. J'ai cherché mes clés. Ma main tremblait tellement que je pouvais à peine appuyer sur le bouton de déverrouillage. Enfin les lumières ont clignoté et j'ai ouvert la porte d'un coup, me jetant à l'intérieur, la fermant violemment. J'ai tourné la clé dans le démarreur, sorti la voiture de sa place. Quand j'ai tourné le volant à gauche pour sortir de là, j'ai regardé devant moi et l'homme était debout directement devant ma voiture, juste là où j'avais été. Mais je l'ai regardé si brièvement que je n'ai même pas eu le temps de distinguer ses traits. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il avait la capuche baissée couvrant une bonne partie de son visage. J'ai tourné le volant à gauche et je suis presque sorti de là. Tandis que je sortais ma voiture de là tout le chemin jusqu'à la maison, je ne me souciais pas de passer un feu rouge, de dévier ou de presque sortir de la route. J'ai juste conduit, je n'ai pas regardé en arrière. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai fermé toutes les portes, toutes les fenêtres, toutes les entrées possibles. Je n'ai pas dormi cette nuit-là et j'ai fait quelques cauchemars faisant référence à cette expérience. Tous les deux où cet homme apparaissait d'une manière ou d'une autre me regardant ou me poursuivant, mon esprit a créé ses propres versions de son apparence. Je suppose, comme je n'ai vraiment pas vu son visage, c'était des images effrayantes. Je n'ai plus couru sur le front de mer en hiver depuis le musique. Ensuite, cela s'est passé l'été dernier. J'avais 22 ans et j'ai passé un week-end sur la côte avec un groupe d'amis dans l'Airbnb le moins cher que nous ayons pu trouver. C'était la dernière nuit de notre séjour. Nous avions été à la plage toute la nuit avec un feu de camp, simplement traînant, buvant et discutant, rien de fou. À la fin, la plupart de mes amis étaient prêts à en finir, mais je n'étais pas encore fatiguée. J'ai pensé que je marcherais un peu pour m'éloigner du brouhaha et ensuite trouverais mon chemin vers l'Airbnb après cela. Le front de mer la nuit a cette étrange paix. Tout est vide, je n'ai pas passé beaucoup de temps à la plage, alors tout était très nouveau et intéressant pour moi. Après avoir marché un moment, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'uriner. Je ne suis vraiment pas le genre de personne à le faire en public, ce dont mes amis se moquent souvent, alors cela a posé un petit problème. J'ai vu l'un de ces toilettes publiques sur le front de mer, vieux, délabré et à peine éclairé. Ce n'était pas idéal, mais j'avais envie de tenir jusqu'à mon retour. J'ai ouvert la porte et je l'ai immédiatement regretté. L'endroit sentait horriblement mauvais, comme un mélange de javel et de ce que cela essayait de masquer. J'ai pensé que je ferais vite, alors je suis allée dans la cabine la plus éloignée. C'est alors que j'ai entendu la porte du couloir s'ouvrir à nouveau. J'ai grimacé d'agacement parce que je n'aurais plus d'intimité. J'ai entendu ses pas marcher lentement, semblant tourner autour des toilettes, ce qui était un peu étrange. Parfois, je pensais que les pas venaient de multiples directions comme s'il y avait plus d'une personne, mais je n'en étais pas sûre. Finalement, ils se sont arrêtés près des lavabos, juste arrêtés, sans mouvement, sans tout, rien. L'eau ne s'est pas ouverte non plus, donc je n'étais vraiment pas sûre de ce qu'ils faisaient. J'ai fini par être prêt à sortir de là, mais quand j'ai voulu pousser la porte pour l'ouvrir, elle ne bougeait pas. J'ai bougé le verrou, mais la porte restait coincée. J'ai voulu frapper la porte de la cabine, tellement j'étais en colère et mal à l'aise. Mais ensuite les pas ont recommencé. Ils étaient plus proches cette fois et j'ai eu une sensation vraiment troublante dans ma poitrine. J'ai senti comme si quelqu'un maintenait la porte fermée. J'ai essayé de pousser la porte avec mon épaule.
Mais rien, l'adrénaline commençait à agir et une partie de mon cerveau a commencé à connecter les points. J'ai décidé que je ne resterais pas là assis comme une cible sans défense. J'ai chargé contre la porte avec toute la force que je pouvais rassembler et elle a finalement cédé, me faisant trébucher alors que je sortais de la cabine. J'ai remarqué que la porte des toilettes se fermait comme si quelqu'un venait de sortir. J'ai balayé les toilettes du regard, qui étaient maintenant vides. Cette personne qui marchait là semblait être partie. Je me suis lavé les mains rapidement et j'ai voulu sortir de là. J'ai saisi la poignée de la porte, mais elle ne bougeait pas, la poignée ne tournait même pas, comme si les toilettes avaient été verrouillées de l'extérieur. Je me suis figée, mon esprit courait à ce moment-là. Était-ce une sorte de blague? J'ai pensé que c'était peut-être l'un de mes amis qui me jouait un tour, mais cela n'avait vraiment aucun sens. Ils étaient tous partis, ils n'avaient même pas vu où j'allais. Et de toute façon, ce n'était pas vraiment quelque chose qu'aucun d'eux ferait. J'étais assez effrayée à ce moment-là. Alors j'ai serré les dents et j'ai commencé à frapper à la porte. J'ai crié pour que celui qui était là ouvre, mais je n'ai obtenu aucune réponse. À ce moment-là, j'ai entendu un mouvement dans l'une des cabines derrière moi. J'ai tourné la tête et bien que je ne voyais rien, je savais qu'il y avait une personne dans l'une de ces cabines. Cela signifiait qu'il y avait eu 2 personnes là tout ce temps. Je n'ai vu aucun pied sous aucune des portes, donc il devait être debout sur l'un des toilettes, ce qui était encore plus inquiétant. J'ai pensé à appeler la police, mais d'abord, j'avais besoin de me mettre en sécurité, j'étais en danger. J'ai remarqué une fenêtre sale près du plafond, elle n'était pas grande, mais je n'avais pas d'autre choix. Je me suis hissée sur le lavabo en dessous, qui, je pensais littéralement, allait se briser sous mon poids, et j'ai poussé la fenêtre pour l'ouvrir. Quand j'étais à mi-chemin dehors de la fenêtre, l'une des portes des cabines s'est ouverte derrière moi et j'ai fixé un homme. Il était très poilu et avait la peau la plus pâle que j'ai jamais vue. Il était habillé comme un adolescent, mais ce type devait avoir environ 50 ans. Je n'ai pas perdu une seconde de plus. J'ai grimpé le reste du chemin à travers la fenêtre et je me suis laissé tomber sur le front de mer. Mon genou a heurté le sol avec force, mais je m'en fichais, j'ai juste couru. Quand j'ai atteint une distance sûre, j'ai appelé la police, ils sont arrivés assez rapidement. C'était une ville balnéaire après tout. Mais quand ils ont vérifié les toilettes, ce type était déjà parti. Cette partie du front de mer était morte, il n'y avait pas de caméra, pas de magasin ouvert si tard, donc ce n'était pas comme s'il y avait des caméras qu'ils pouvaient vérifier. J'ai montré aux officiers où tout s'était passé et l'un d'eux a pointé les éraflures sur la poignée de la porte des toilettes, disant que cela semblait indiquer que quelqu'un l'avait touché. Nous étions tous d'accord pour dire que quiconque c'était ne voulait pas que je parte, ce qui n'était pas plus rassurant. Les officiers m'ont dit que j'avais été intelligent de m'échapper par la fenêtre et que je devais quitter la plage le lendemain. Donc je n'ai jamais reçu de mise à jour sur la situation. Je doute que la police ait vraiment enquêté beaucoup musique de toute façon. Je m'excuse d'avance si je gâche quelques détails de l'histoire, mais cela s'est passé quand j'étais très jeune. Je me souviens pas exactement de mon âge à l'époque, peut-être 8 ou 9 ans, mais je sais que c'était pendant l'un de ces étés où ma famille passait à la maison de plage. Mes grands-parents étaient comme le centre familial chaque été, un groupe d'entre nous, mes frères, cousins, tantes, oncles, regroupait le week-end ou pendant des semaines à la fois. La maison n'était pas super luxueuse ni rien, mais elle avait comme 1 million de chambres et pouvait accueillir toute notre famille facilement. Elle était aussi très près de la plage, alors je passais des journées entières à jouer dans le sable et à explorer le quartier à vélo. Chaque été passé là-bas était incroyable. Cela semble encore comme un rêve fiévreux prolongé. Surtout maintenant que je m'éloigne de plus en plus de cette enfance heureuse. Je me souviens que cet été-là était différent. Bien qu'un grand ouragan ait été prévu, ce qui a poussé toute la ville balnéaire à prendre des précautions avec des mois d'avance. Je ne suis pas sûre si d'autres villes balnéaires faisaient cela, mais la nôtre a construit ces énormes dunes de sable le long de la côte comme une barrière improvisée. Je ne suis pas sûre que les appeler des dunes soient exactement exactes. Elles étaient énormes, je veux dire. Pour un enfant, elles semblaient être des murs de château. Je parie que la vue aérienne de la côte pendant cette période aurait été absolument folle, cet été-là. Mes frères et moi passions des heures à escalader les dunes, à tomber de l'autre côté, faisant semblant d'escalader des montagnes ou de nous infiltrer dans une forteresse, bien que ce soit étrange, comme vous pourriez probablement l'imaginer. Généralement, quand vous êtes debout sur le front de mer face à la plage, vous pouvez voir l'océan s'étendre devant vous. Mais ces dunes bloquaient complètement la vue, vous marchiez sur le front de mer et au lieu d'eau, il y avait juste ce mur géant de sable. La plage fermait aussi après une certaine heure, comme si les sauveteurs quittaient le service et techniquement, les gens n'étaient pas autorisés à aller à la plage. Mais cela ne nous arrêtait jamais, nous, les locaux, la ville était sûre, le genre d'endroit où tout le monde se connaissait et laisser les enfants vagabonder n'était pas considéré comme un gros problème. Surtout après que les foules de touristes aient diminué, tant que nous promettions de ne pas entrer dans l'océan, nos parents s'en fichaient vraiment. Et, pour être honnête, j'étais un peu turbulent à l'époque. J'aimais repousser les limites, surtout quand je pensais pouvoir m'en tirer. C'est ce qui m'a poussé à me faufiler cette nuit-là. Il ne faisait pas encore complètement noir,
Le soleil n'avait même pas commencé à se coucher, mais je n'avais pas demandé la permission de sortir, je voulais juste un peu de temps seul. Je crois que j'avais eu une dispute avec l'un de mes frères, mais je ne m'en souviens vraiment pas. La porte coulissante en bas, là où se trouvaient toutes les chambres des enfants, rendait facile d'entrer et sortir sans être remarqué. Mes cousins plus âgés avaient pratiquement écrit le manuel sur comment entrer et sortir en cachette, généralement pour des raisons bien plus rebelles qu'une promenade solitaire sur la plage. Mais j'avais appris d'eux, même aujourd'hui, nous rions encore de la facilité avec laquelle on pouvait faire entrer et sortir des gens de la maison sans alerter les adultes. De toute façon, aussi silencieusement que possible, je suis sortie pieds nus, sans même me donner la peine de mettre des chaussures. Je me suis dirigée vers le front de mer, espérant croiser quelques locaux, peut-être même des enfants de mon âge, même après l'horaire de la plage. Généralement, il y avait des gens autour, quiconque possédait ou séjournait dans une maison là-bas. J'étais vraiment surpris de voir à quel point c'était vide, c'était un peu étrange. Je parle de pas une seule âme. Dehors, ça semblait désert, honnêtement. J'ai marché le long du front de mer un moment, à moitié en espérant voir quelqu'un. Mais je n'ai jamais vu personne. C'était littéralement comme si toute la plage dormait cette nuit-là ou quelque chose comme ça. J'allais rentrer quand j'ai remarqué quelque chose d'alarmant. Il y avait une fine traînée de fumée qui s'élevait de l'autre côté de l'une des dunes. Au début, j'ai pensé que c'était juste du brouillard, mais j'ai regardé de plus près et j'ai confirmé que c'était de la fumée, comme la fumée d'un incendie. Un type de fumée, sur la plage, ce n'était pas si inhabituel, bien que ce soit vraiment contre les règles sur la plage et presque illégal. Parfois les touristes allumaient des feux, mais il y avait quelque chose dans le vide de toute cette nuit-là qui a fait que la fumée me semblait mauvaise dans mon esprit. Elle ressemblait à un volcan, puisque la fumée émanait simplement de la dune de sable. J'ai regardé autour de moi à la recherche d'un adulte, mais il n'y avait personne, juste le front de mer vide s'étendant dans les deux directions. J'aurais dû rentrer à la maison, mais la curiosité l'a emporté sur moi. En plus, mes parents m'avaient appris à ne jamais tourner le dos à quelqu'un dans le besoin, et cette situation m'a semblé ainsi. J'ai grimpé la dune de sable un peu loin de la fumée. Quand j'ai atteint le sommet, j'étais couvert de sable. J'ai regardé de l'autre côté et j'ai vu ce que j'espérais voir, un feu de camp. Ce qui était étrange, c'est qu'il était complètement isolé. Il n'y avait personne autour, pas de chaise, pas de glacière, rien. Juste un feu brûlant au milieu d'une plage vide, comme si celui qui l'avait allumé l'avait abandonné. Ça ne me semblait pas bien, même à cet âge, je savais que laisser un feu comme celui-ci était dangereux. Je me suis glissé le long de la dune et je me suis dirigé vers lui. Je suis resté là un instant à le regarder. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors j'ai commencé à jeter du sable dessus. Je l'ai fait une et une autre fois jusqu'à ce que les flammes soient finalement éteintes. Je ne voulais pas encore le quitter, j'étais trop curieux. Je ne pouvais penser à aucune raison pour laquelle quelqu'un allumerait un feu juste pour l'abandonner, à moins qu'il ne tente de commettre un crime ou quelque chose comme ça. J'ai inspecté le foyer un peu plus et j'ai fait quelques découvertes effrayantes. D'abord, il y avait des vêtements pour jeunes enfants, comme des choses qu'ils porteraient, des chaussures d'enfants, des chaussettes à moitié brûlées, des tissus. Je me suis accroupie, utilisant un bâton pour fouiller autour, et j'ai réalisé que le feu avait été principalement fait de vêtements, ce qui m'a donné une sensation vraiment malade à l'intérieur. Mais ensuite j'ai réalisé ce qu'autre chose brûlait, des photos, ou du moins ce qu'il en restait. La plupart étaient carbonisées au-delà de la reconnaissance, mais une avait survécu suffisamment pour que je puisse distinguer un visage. C'était un enfant. Probablement de mon âge, honnêtement, il me ressemblait un peu, comme si l'un de mes parents me disait que c'était un cousin éloigné ou quelque chose comme ça. Je les croirais. L'image m'a beaucoup effrayée. J'ai eu envie de courir et j'ai laissé tomber le bâton que j'avais. J'étais juste un petit enfant, évidemment. Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi terrifiant auparavant, alors j'étais vraiment effrayée. Mais ça a empiré. J'ai entendu une voix crier, et, depuis quelque part au loin. J'ai levé les yeux et il y avait un homme qui venait vers moi depuis la plage. Il était chauve, mais je ne pouvais pas voir beaucoup plus de son visage de si loin. Il vacillait aussi tous les quelques pas, comme s'il luttait pour ne pas trébucher sur ses propres pieds. Il semblait ivre ou pire. Il a crié « Hé, gamin !» et a commencé à se déplacer un peu plus vite vers moi. Je ne pouvais pas bouger, j'étais figée sur place, pétrifiée de peur. Il a crié « Ne va nulle part !» et c'est ce qui a fait que mon petit cerveau a enfin rattrapé mon corps et j'ai commencé à courir vers le mur de sable, ce qui rendait la course difficile, mais j'ai senti que j'étais dans une situation de vie ou de mort. J'ai commencé à escalader la dune et je pouvais l'entendre crier des obscénités derrière moi. Il se rapprochait. Juste au moment où j'atteignais le sommet, j'ai senti des ongles gratter ma cheville. Par quelque miracle, il ne m'a jamais attrapé et j'ai sauté par-dessus la dune, tombant en bas. J'ai couru vers le front de mer et j'ai couru tout le chemin jusqu'à la maison, regardant derrière moi plusieurs fois pour m'assurer qu'il ne me suivait pas, ce qui n'était pas le cas, mais j'ai continué à courir comme si ma vie en dépendait. Quand je suis rentrée à la maison, je suis allée directement dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer.
Je voulais le dire à mes parents, je le voulais vraiment, mais tout à quoi je pouvais penser était la manière dont je m'étais échappée et combien d'ennuis j'aurais, alors j'ai gardé la bouche fermée. En y repensant, je sais que j'aurais dû dire quelque chose. Au moins, j'aurais dû le dire à mes parents, mais je ne l'ai pas fait et rien n'en est jamais sorti. Pour autant que je sache, il n'y a pas eu de nouvelles, pas de police sur la plage le lendemain, pas de rapport d'enfants disparus dans la région ni rien de tout cela. Je ne sais toujours pas quoi faire de ça, bien que cela se soit passé il y a longtemps. Je ne peux m'empêcher de sentir qu'il y a plus dans l'histoire. Je pense que ce qui me terrifie le plus, c'est à quel point cet enfant sur ces photos me ressemble de manière troublante. Parfois, j'aimerais pouvoir remonter le temps et dire à mon moi plus jeune de simplement avouer, mais c'est quelque chose avec quoi je devrais vivre.